Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. L'armée d'occupation sioniste serait-elle en déroute à Gaza? Tout porte en tout cas à le conclure. Après 73 jours d'opérations militaires intensives sur l'enclave palestinienne, les sionistes peinent à afficher les objectifs qu'ils s'étaient fixés le 7 octobre dernier. Hier, le commandement militaire a présenté l'un des plus grands tunnels souterrains des factions palestiniennes qu'il venait de découvrir et menant jusqu'au passage d'Erez à moins de 400 mètres des territoires occupés. Malgré des bombardements aveugles décimant près de 20 000 Palestiniens et en blessant 60 000 autres, la résistance palestinienne maintient encore une puissance de feu importante qui peut atteindre les profondeurs des territoires occupés. L'armée d'occupation a aussi échoué à ramener ses otages détenus aux mains des milices palestiniennes et souhaite désormais rouvrir des négociations avec le Hamas pour y parvenir à un échange d'otages comme lors de la pause humanitaire précédente. On parlera aussi ce soir de l'opinion internationale qui a même timidement penche désormais vers le cessez-le-feu. Les Américains, principaux pourvoyeurs des sionistes dans cette agression contre les Palestiniens, commencent eux aussi à changer de ton. On en parle ce soir, d'abord avec notre invité sur le plateau, M. Cherif Driss, professeur de sciences politiques à l'École supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi avec nous depuis Paris Monsieur Alain Corvez, ancien conseiller du général commandant de la Force des Nations Unies au Sud-Liban, la FINUL, et actuellement conseiller en stratégie internationale. Merci à vous également d'être avec nous. Je commencerai par vous, Cherif Driss. La résistance palestinienne, je le disais, détient encore une puissance de feu importante qui lui permet encore de viser les profondeurs des territoires occupés dans l'entité sioniste. Les factions palestiniennes se sont visiblement mieux préparées à cette agression de l'armée d'occupation, en tout cas mieux que ce qu'a pu imaginer l'armée d'occupation. Pensez-vous qu'elles peuvent mettre en échec cette armée? Non, pour dire qu'elles peuvent mettre en échec cette armée, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport asymétrique, un rapport du faible au fort. Vous avez une entité sioniste militairement bien équipée, appuyée par une puissance de feu. Je vais préciser ma question. Quand je parle de mise en échec, c'est ne pas permettre en tout cas à cette armée d'occupation d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés le 7 octobre. Est-ce qu'elle peut la mettre? Est-ce que les factions palestiniennes peuvent faire ça? Jusqu'à présent, l'armée israélienne n'a pas atteint ses objectifs, oui, à savoir neutraliser les factions, neutraliser politiquement le Hamas et le démilitariser en venant à bout des factions militaires. Au jour d'aujourd'hui, plus de 73 jours, ce que réalisait l'armée israélienne, c'est la destruction du territoire de Gaza. On parle de 300-500 000 logements, de plus de 61% des bâtisses de la région de Gaza qui ont été détruits, sans compter le nombre de morts. On parle d'un génocide, d'une extermination de tout un peuple. 20 000, à mon sens, c'est une fourchette basse. Évidemment. On parle de plus de 20 000, voire de 30 000. Et les milliers de Palestiniens sous les décombres. Tout à fait. Pour ce qui est de l'opération militaire en elle-même, qui dont l'objectif est d'éradiquer, neutraliser le Hamas, ça n'a pas atteint son objectif. Jusqu'à présent, on parle de militants qui ont été tués, mais on n'a pas le décompte total, c'est-à-dire le décompte exact du nombre de militants qui ont été neutralisés. On nous a montré des images de simulacres d'images de personnes dénudés presque en laissant leurs sous-vêtements déposer les armes. Un scandale international, évidemment. Parmi eux, il y avait des journalistes, un journaliste d'Al Jazeera qui était connu d'ailleurs. Mais au-delà, ce qui est important à relever, c'est que dans ce genre de guerre, quand on a ce qu'on appelle des guerres asymétriques, oui, c'est-à-dire que c'est des guerres ingagnantes. Les Américains l'ont appris à leur dépens en Afghanistan. Ils avaient prévenu l'entité sioniste avant. Donc jusqu'à présent, si l'opération, parce que les Israéliens ont parlé au début, c'est une opération de quelques semaines, 2 ou 3 semaines, ils viendraient à bout de cette résistance. Mais jusqu'à présent, l'objectif n'a pas été atteint. Oui. Et ce qui a craint de la part des Israéliens, c'est l'enlisement. Ce qui explique qu'à un moment donné, ils ne parlent pas d'une incursion, des tentatives d'incursion, mais qui ont été repoussées. Mais la réalité en est, c'est que jusqu'à présent, l'armée israélienne bute sur un adversaire qui s'est avéré très coriace. Mais est-ce que ça ne fait pas le jeu aussi des sionistes qui ont des objectifs plus ou moins cachés, c'est de réinvestir Gaza finalement, ne pas parvenir à détruire le Hamas, c'est rester sur ses opérations militaires, tuer un maximum de civils et potentiellement réinvestir Gaza, en tout cas c'est ce qu'ils souhaitent. En fait, jusqu'à présent, on ne connaît pas en détail ou de manière assez claire quels sont les objectifs de l'opération militaire.
à part la réaction, rétablir ce qu'on appelle sauver la face, Oui. rétablir entre guillemets un certain le 7 honneur octobre. qui a été bien sûr le 7 octobre, parce que le 7 octobre, un petit peu, il y a une citadelle sécuritaire qui a été ébréchée, donc c'est un ego sur le plan psychologique, Oui. donc l'ego israélien a été atteint. Mais de dire que stratégiquement, politiquement, militairement, quels sont les objectifs, jusqu'à présent, on n'en sait pas. C'est-à-dire que c'est une opération qui évolue à travers le temps. La seule chose qu'on voit actuellement, c'est des bombardements intensifs et les victimes, c'est des civils, mais sur le plan militaire, il n'y a pas une victoire militaire très avérée, retentissante et tout, mais il est clair que jusqu'à présent, on est dans ce qu'on pourrait appeler dans le brouillard de la guerre. Dans le brouillard, on ne connaît pas réellement la clarté des objectifs politiques et même ce qui adviendra par la suite. Par la suite. Alain Corvez, en 2006, les milices du Hezbollah libanais avaient infligé à l'armée sioniste un sérieux revers, après quoi l'armée d'occupation aurait complètement revu et corrigé ses formations militaires. Le 7 octobre dernier, ce sont les factions armées palestiniennes qui ont infirmé le principe d'invincibilité de cette armée sioniste. Comment expliquer, selon vous, qu'une armée aussi puissamment équipée et entraînée puisse être aussi vulnérable et engranger aussi peu de résultats sur le terrain face à des mouvements de résistance qui s'organisent dans la clandestinité, en tout cas pour les factions palestiniennes? Et écoutez, là, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Bien que les conditions techniques soient un peu difficiles, mais moi j'ai vu manœuvrer cette armée Tsahal sur le terrain au sud Liban. Et il n'était pas nécessaire d'être sorti de Saint-Cyr au Polytechnique, en tout cas d'avoir une grande formation militaire pour voir tout de suite qu'ils ne savent pas se battre sur le terrain. Ils ne connaissent pas le combat d'infanterie. Ils jouent uniquement sur une supériorité en armement technologique énorme. Ils savent lancer des bombes de loin, des raids aériens, maintenant avec des drones, puisque c'est devenu l'arme nouvelle de tous les combats. Mais quand il s'agit de manœuvrer sur le terrain, ils ne savent pas se battre, ou du moins ils se battent très mal et ils risquent de se faire décimer. C'est ce qui leur est arrivé en 2006. Et je ne pense pas qu'ils aient fait vraiment des progrès sur le plan de la tactique militaire. Moi, j'étais un officier d'infanterie, j'ai appris à manœuvrer sur le terrain avec des unités. Eux ne savent pas le faire. Et c'était évident dans les espèces d'intimidation qu'ils voulaient nous imposer à nous, forces de l'ONU. Donc ça, c'est un premier point. Ils n'ont de supériorité qu'une énorme supériorité en armement, en haute technologie, mais sur le plan de la manœuvre, ils sont très mauvais. Ça, c'est un premier point. Alors ensuite, est-ce qu'ils ont fait des progrès? Je pense, enfin, ils devraient en avoir fait, parce que les experts israéliens sont loin d'être des imbéciles, mais je ne sais pas à quel niveau ils en sont. De ce que je vois de l'hécatombe qu'ils ont, parce que ils annoncent des blessés, quelques morts de temps en temps, mais je pense que le nombre de morts qu'ils ont eu depuis le début de l'offensive sur Gaza est beaucoup plus important, et sans doute 2 ou 3 fois plus important que les chiffres annoncés, car on a aussi les communiqués du Hamas et du djihad islamique et qui ne mentent pas, et donc je pense qu'ils ont encore aujourd'hui une perte énorme à Gaza. Donc sur le plan du combat d'infanterie, si je puis dire, au corps à corps, ils sont très mauvais. En revanche, c'est facile de lancer des bombes depuis des avions. Alain Corvez, est-ce que ça ne viendrait pas aussi de la spécificité de cette armée sioniste qui s'appuie très globalement sur les réservistes et non pas sur des soldats entraînés régulièrement? Est-ce que ça ne viendrait pas de là aussi? Bon, il y a les réserves de l'armée, c'est sûr, mais ils ont quand même une armée professionnelle qui est importante. Non, moi je ne pense pas que ça vienne de là. Ça vient d'un concept général qui est que nous sommes capables d'assurer la domination des airs, la domination de la mer et de la terre à partir d'armements qui peuvent tirer loin et éventuellement aveuglément.
et ils s'abritent derrière cette supériorité technologique. Mais en revanche, quand il s'agit d'aller jusqu'au corps à corps, ce qui est le combat même de l'infanterie, là, ils essuient des pertes énormes, alors, même si sans doute que leurs combattants sont... je voudrais revenir avec vous. Alain Corvez, est-ce que vous m'entendez? Je voudrais revenir avec vous. Je n'entends pas très bien, mais... On va essayer de corriger ça au fur et à mesure. Je voudrais revenir avec vous sur l'annonce. Donc, des analystes affirment que l'annonce de la découverte de ce tunnel près d'Erez n'a, sur le terrain en tout cas, aucune valeur militaire. Le tunnel mènerait vers une impasse ou un passage fermé. Sinon, l'armée d'occupation n'aurait tout simplement n'en aurait pas parlé pour ne pas donner aux factions palestiniennes le temps et l'opportunité de réagir. Cette annonce aurait en fait un objectif de montrer la complexité des opérations, d'obtenir donc plus de temps et faire taire cette opinion internationale qui, lors du vote de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine passée, a massivement exprimé pour un cessez-le-feu. Seuls 10 pays ont voté contre, dont les États-Unis évidemment. Votre réaction? Oui, évidemment, c'est de la propagande militaire pour expliquer que le Hamas s'était préparé à ça, alors qu'ils ont dit après le 7 octobre qu'ils n'avaient aucun indice d'une telle opération du Hamas. Mais ce tunnel, on voit bien, vu les dimensions, mais tout le monde le savait qu'il y avait des tunnels à Gaza. Moi, je ne les avais pas vus, mais tout le monde, tous les experts qui s'étaient un peu renseignés savaient qu'il y avait d'énormes fortifications souterraines qui avaient été établies, construites depuis longtemps, et de très grands tunnels. Donc, ça n'était pas une surprise. Alors, évidemment, avec les bombardements intensifs et aveugles de l'artillerie américaine et israélienne, avec de l'armement américain, et puis des avions, ils ont réussi à forcer le Hamas à se retirer de certaines zones, et donc ils ont pu avoir accès à ce tunnel. On sait aussi qu'il y a eu un autre tunnel où ils ont été pris dans une embuscade, où ils ont subi de fortes pertes. Donc non, c'est effectivement le fait d'avoir fait une vidéo, Netanyahou, Galante, ils sont allés, c'est de la propagande de guerre pour dire aux Américains et aux autres, vous voyez, il faut nous soutenir parce que le Hamas a une infrastructure très importante. Mais Alain Corvez, je reviens avec notre invité sur le plateau sur ces tunnels, donc ce tunnel découvert donc hier par l'armée d'occupation à moins de 400 mètres du passage d'Erez vers les territoires occupés. Ce tunnel est équipé d'un système de canalisation, d'électricité, de ventilation, d'égouts, de réseaux de communication, de rails. Vous multipliez cela par un réseau de 1300 galeries sur 500 km. Il faudrait des années, évidemment, pour anéantir toute cette organisation, en tout cas, et le Hamas avec. Le Hamas et les factions palestiniennes pourraient devenir à ce moment-là invincibles à Gaza? Non, il est clair que le tunnel démontre que l'opération de 7 octobre a été savamment préparée, très bien préparée. C'est une opération qui n'a pas été décidée en 2 jours, 3 jours, 2 semaines, mais voire même une année ou deux. Peut-être plus. Peut-être plus. Oui. Premier élément. Deuxième élément d'information, c'est que cette opération a démontré que, en fin de compte, la citadelle sécuritaire qui a été érigée sur la frontière RS avec tout le dispositif de communication, d'intelligence et tous les équipements militaires et technologiques, finalement, c'est une citadelle qui pourrait être ébréchée. C'est-à-dire que cette forteresse n'est pas aussi solide que les Israéliens veulent le faire croire. Troisième élément c'est que ça démontre que on a affaire à un adversaire qui est très aguerri, très coriace. Dans ce genre de combat et de guerre asymétrique, les armées régulières, et notre invité de Paris l'a si bien expliqué, c'est que généralement c'est le combat de corps à corps. Le combat de corps à corps et la connaissance de terrain. Cette opération a démontré une chose très importante et elle a démystifié quelque chose. C'est que les Israéliens ne connaissent pas Gaza. Contrairement à ce qu'ils prétendent, ils ne connaissent pas Gaza sur le plan militaire, ils ne connaissent pas sur le plan du renseignement. Même s'ils prétendent qu'ils doivent avoir leur agent qui leur fournit des informations. Mais en fait, l'existence de ces tunnels, dont certains ont été construits par les Israéliens eux-mêmes. Et de l'aveu même de l'ancien Premier ministre Ehud Barak dans une émission à CNN. Donc ces tunnels ont été utilisés par la résistance palestinienne comme
une forme de résistance comme une façon de contourner un petit peu la puissance des Israéliens. Dans le cas où les Israéliens seraient tentés par une incursion, une invasion terrestre, les tunnels seraient le seul rempart qui permettrait, dans une guérilla urbaine, d'affaiblir et d'asséner des coups très durs à l'armée israélienne. Donc ça renverse bien l'équation, j'ai envie de dire, que à Gaza, le Hamas et les autres factions palestiniennes, de toute la résistance palestinienne, deviennent très difficiles à capter, à détruire. Bien sûr qu'ils sont très difficiles. Voire impossibles. Je voudrais avoir votre réponse franche et claire là-dessus. Bon, il n'y a pas d'impossible, mais ce qui est sûr, c'est un adversaire très coriace. Il est très difficile. En tout cas, pas en quelques semaines, ni en quelques semaines, ni en quelques mois, voire quelques années. Des armées plus aguerries que l'armée israélienne. Les Américains l'ont appris à leur départ en Afghanistan, ils l'ont appris à leur départ en Irak. Là maintenant, il y a un élément qui est très important. C'est que, contrairement à l'armée israélienne, et notre invité l'a si bien expliqué, c'est qu'il y a un travail d'infanterie. Ce n'est pas une armée qui est aguerrie, qui est préparée à un combat de corps à corps. Ce n'est pas une armée, c'est plus une armée de police, notamment l'a démontré dans la Cisjordanie. Ce n'est pas une armée qui pourrait s'incruster dans le territoire ennemi et aller vers des opérations d'envergure et tout, et d'aller neutraliser un adversaire qui est très mobile, très agile, mais aussi un élément très important, c'est l'élément psychologique. Nous avons affaire à des résistants, à des jeunes qui ont grandi avec l'idée des gens de l'oppression, l'humiliation. Ils ont vu leurs parents, leurs frères, leurs sœurs et tout, leurs amis, leurs cousins se faire assassiner, humilier. Donc ils sont armés par un moral qui est très important, et les Israéliens le savent très très bien, d'où leur réticence et voire même leur peur d'aller vers une intervention terrestre d'une grande envergure, parce que qui dit intervention terrestre à Gaza dans l'état actuel des choses dit enlisement. Mais il n'y arrive pas, il faut le dire, Chef Driss. Il y a la pénétration des chars et de l'artillerie israélienne, mais en tout cas pas jusqu'à maintenant, pas le contrôle de certains territoires, et c'est pour ça que les bombardements intensifs, aveugles et ciblants des civils sont encore en cours, parce qu'ils n'arrivent pas à conquérir des territoires dans Gaza. Ils n'arrivent pas à conquérir. On le voit dans Jabalia, dans Khan Younes, où il y a de grands massacres. D'autant plus que l'élément aggravant, c'est les décombres, les bombardements massifs, la destruction de plus de 365 000 logements. La destruction des bâtiments, des églises, des universités, des écoles sont devenus des décombres et des remparts qui pourraient être utilisés par les résistances palestiniennes, qui entraveraient l'avancée de ce qu'on appelle des engins militaires, soit des chars ou des unités de combat qui peuvent. On pourrait dire que ça va réduire leur mobilité, et ça donne un avantage à la résistance palestinienne, qui connaissent mieux le terrain que les militaires israéliens. Donc ça c'est devenu un cauchemar. Et il tente des incursions par-ci, par-là, en encerclant vers le nord et vers le sud, mais toujours est-il aller vers un encerclement systématique et total et s'installer militairement, prouver que Israël a occupé Gaza militairement. Je crois que pour l'Israélien, pour l'instant, c'est une opération suicidaire. C'est une opération suicidaire. Alors aux États-Unis, le ton est en train de changer justement à cause de ça. Joe Biden, rebaptisé Joe Genocide par la jeunesse américaine, commence à comprendre que les élections présidentielles à venir pourraient lui échapper. Il réclame au Premier ministre sioniste donc des opérations militaires moins intensives dans les semaines à venir, et surtout un changement de gouvernement de l'entité sioniste, quid donc de la souveraineté israélienne, ce qui impliquerait, et là il y a débat, le départ de Netanyahou lui-même, et peut-être bien donc la fin de cette agression sioniste sur les Palestiniens. Quel est votre commentaire sur cette actualité ? C'est-à-dire qu'on parle d'un changement de ton de la part de l'administration américaine. Il y a un changement de ton, peut-être un glissement sémantique, mais ce glissement sémantique n'est en aucun cas synonyme d'un changement de position par rapport. Il n'y a pas de rupture, plutôt un changement de style. Dans le fond, les Américains soutiennent Israël et continueront à soutenir, que ce soit une administration démocrate ou républicaine. Mais qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est qu'actuellement, l'administration américaine, pour X raisons, on pourrait en citer quelques-unes, essaie de convaincre
pas de faire pression, de convaincre les Israéliens de cesser l'opération qu'on appelle le bombardement intensif et de passer vers une opération militaire plus ciblée. Il parle d'ici la fin de l'année, d'ici la fin janvier, pour l'arrêt de ces bombardements intensifs dont le coût humain, le coût politique et le coût symbolique et médiatique devient très élevé. Mais en aucun cas il s'agit d'une rupture où plutôt les Américains vont tourner le dos, ils vont faire pression sur les Israéliens pour qu'ils arrêtent. Mais Joe Biden l'a affirmé lui-même qu'il n'est pas question de ne plus soutenir l'entité sioniste et qu'il y a toujours l'intention de détruire le Hamas. Mais ce qui change aussi, c'est donc cet agenda électoral pour Joe Biden. Il y a l'opinion internationale, ces manifestations. On parle des campus américains. Dans certains médias occidentaux, français en particulier, ont titré sur ces campus disant qu'il y a une gangrène à l'intérieur des campus américains et les plus prestigieux en plus qui soutiennent très fortement contre les lobbies sionistes donc la cause palestinienne. Donc il y a toutes ces données aujourd'hui qui mettent la pression sur les Américains. Tout à fait. Cette donnée, elle est très importante. C'est-à-dire qu'il y a une remontée du ressenti, de la colère de la part d'une frange importante de la population américaine vis-à-vis de ce que fait Israël et le soutien inconditionnel de l'administration Biden à Netanyahu. Bon, il y a les élections présidentielles qui s'approchent. Et là, généralement, la politique étrangère, ce n'est pas un thème mobilisateur dans la campagne électorale. Oui. Cependant, l'administration Biden, dans l'état actuel des choses, elle veillera à ce que la question palestinienne ne s'invitera pas dans le débat électoral. Oui. Si cela venait à se produire, cela coûterait beaucoup de points dans les sondages. Cela d'autant plus que, même au sein du Parti démocrate, il y a la jeunesse, notamment la jeunesse avant-gardiste et progressiste, notamment avec leurs leaders qui font cause commune avec Bernie Sanders et certains leaders démocrates, qui pressent l'administration Biden de prendre ses distances et changer de position par rapport à ce qui se passe en Israël. Donc c'est une réalité que l'administration américaine va devoir prendre en considération parce qu'il y a la campagne électorale qui arrive, oui. Mais aussi la guerre qui s'installe dans la durée, elle est préjudiciable pour les intérêts américains dans la région. Alain Corvez, la folie des sionistes va jusqu'à prévoir un scénario assez similaire à Beyrouth. Hier, lors de la visite à l'entité sioniste de la ministre française des Affaires étrangères, son homologue sioniste a exigé que les milices du Hezbollah devaient se retirer plus au nord du Liban, soit par la voie diplomatique, soit par la force. Ce sont ces déclarations. C'est clairement et officiellement une annonce donc d'une guerre d'ampleur régionale. Est-ce que l'entité sioniste en a, selon vous, d'abord les moyens, et est-ce que la communauté internationale pourrait laisser faire, encore une fois? L'entité sioniste et votre correspondant sur votre plateau a dit une chose très juste, il a parlé d'opération suicide. Et je pense que les experts israéliens savent déjà qu'ils ont perdu cette agression et qu'ils se lancent dans une opération suicide. Mais je vais expliquer un peu plus ça en disant que ce sont les Américains qui sont aussi dans une opération suicide. Leur perte de domination du monde est maintenant évidente et donc ils sont obligés du moins l'État profond qui dirige actuellement les États-Unis est obligé de se lancer lui aussi dans des opérations suicides au travers des Ukrainiens et au travers des Israéliens. Mais il est certain que Israël ne peut pas l'emporter sur la résistance palestinienne. Il y a maintenant un basculement de l'opinion publique mondiale, comme vous l'avez très bien dit avec votre invité, et on voit également ce qui est très important, la communauté juive mondiale, la diaspora juive mondiale, qui se manifeste de plus en plus contre les agissements ignobles des fascistes et nazis qui sont à Tel Aviv. Donc, avec la conjonction de la résistance militaire très puissante palestinienne et d'une montée en puissance d'une opposition mondiale aux agissements de l'État israélien, avec en arrière-plan le fait que
car il ne faut pas se tromper, ce que font les Israéliens en Palestine, c'est ce que veulent les Américains. À propos du Liban, Alain Corvez, il faut avancer sur la question du Liban aussi. Cette menace à peine voilée des officiels de l'entité sioniste contre Beyrouth et de dire qu'il pourrait y avoir un scénario similaire si le Hezbollah libanais poursuivait ses attaques sur les territoires occupés palestiniens. Alors, moi je ne crois pas qu'il y aura une attaque complète d'Israël contre le Liban, car tous les experts militaires savent qu'ils perdraient à nouveau, ce serait une nouvelle défaite, un enlisement, mais pire qu'un enlisement, ce serait vraiment une défaite stratégique. Mais avec des gens qui sont dans une opération suicide, on ne peut rien écarter définitivement, parce que quelqu'un qui est prêt à se tuer, il va perdre la guerre, donc il va se faire tuer pour faire tuer le maximum de monde en même temps que lui. Mais stratégiquement, il est impossible qu'Israël attaque complètement le Liban, lance une opération contre le Liban. Et quant au... peu probable aujourd'hui, en tout cas avec la situation actuelle à Gaza. Je pense que c'est peu probable, absolument. Je reviens à vous, chef Des, pour une dernière question. Vraiment, il nous reste quelque chose comme 3 minutes. Aujourd'hui, on peut parler d'une résistance arabe aux sionistes, représentée non pas par les leaders politiques et armés de ces pays, mais par des organisations paramilitaires inscrites depuis toujours dans cet esprit de résistance à l'expansionnisme sioniste, comme le Hezbollah libanais dont on parle, la résistance irakienne ou encore les Houthis, qui ont leur mot à dire en tout cas, et ils l'ont prouvé dans la situation actuelle à Gaza. Est-ce que cet axe de résistance paramilitaire combiné peut devenir dissuasif, en tout cas un gros problème pour l'entité sioniste ? C'est un gros problème pour l'entité sioniste, c'est le cas. C'est indéniable. Mais ce qu'on peut remarquer, cette remontée, ce qu'on appelle la résistance par le bas et pas d'en haut, c'est que depuis les accords de Camp David de 78, la fin du panarabisme avec la normalisation entre l'Égypte et l'entité d'Israël, et les accords de 93-95, et puis le train de la normalisation de certains pays arabes. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a plus de dirigeants arabes qui puissent avoir ce charisme, ce leadership qui peuvent... Donc ils ont été remplacés. Ils ont été remplacés par des acteurs qui viennent de la société civile, ce qu'on appelle, c'est des acteurs qui viennent d'en bas, qui mobilisent, qui sont plus avec un discours mobilisateur. Oui. Dans un contexte où la normalisation de certains pays arabes, elle est en face, vu la froideur et pour ne pas dire... Pardon, la normalisation, on peut dire qu'elle a échoué aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'elle a échoué, donc ça dit qu'elle marque du mal à une pause. continuer sur cette lancée de normalisation. On ne sait pas, jusqu'à présent, on ne sait pas. En tout cas, gelée. Pour l'instant, elle est gelée. On ne préjuge de rien de ce qui se passera par la suite. Mais il est clair, à travers les positions qui ont été exprimées dans le dernier sommet arabe et le dernier sommet mixte, la Ligue arabe et l'organisation de la conférence islamique, on a vu que certains pays arabes ont affiché clairement une certaine position, disons, on utilise un euphémisme, qui était très tiède et très froide par rapport à la question palestinienne, ne serait-ce que peut renvoyer l'ambassadeur dans leur pays ou le rappeler leur ambassadeur et geler leurs relations et prendre des décisions plus hardies. Cette tiédeur, cette froideur, et pour ne pas dire autre chose, c'est elle qui un petit peu consolide le sentiment dans les opinions publiques arabes que la résistance plutôt contre le sionisme ne vient pas d'en haut, mais vers des actions vers le bas. Donc quand on voit des leaders comme par exemple le Houthi ou Abu Ubaïda ou Sinwar ou Mohamed Daif ou Marwan Issa ou autres ou Nasrallah, qui s'imposent actuellement comme des leaders qui mobilisent les populations arabes plus que les dirigeants arabes eux-mêmes, surtout notamment certains dirigeants arabes de pays qui ont normalisé. Donc c'est que, à mon sens, que cette donnée, elle est prise très au sérieux par les Israéliens et les Américains, parce que pertinemment que... Et elle ne peut plus l'inverser, l'entité sioniste. Non, cette donnée, elle est présente et il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec, d'autant plus qu'avec le massacre actuellement de Gaza et l'horreur des images distillées dans les écrans par certaines chaînes arabes et notamment dans les réseaux sociaux, conforte le sentiment chez les populations dans le monde arabe que les leaders arabes ne sont pas, les dirigeants arabes ne sont pas ce qu'on appelle, c'est pas eux qui vont un petit peu porter la question palestinienne et ils sont même en porte-à-faux. Ils sont en porte-à-faux par rapport à la Palestine. Quelque part, il y a un hiatus qui
qui s'est opéré, ou plutôt qui existe depuis quelques années, entre la base et le sommet, et la question palestinienne et ce qui se passe à Gaza l'a démontré clairement. Un dernier mot vraiment, Alain Corvès, sur cette question, très rapidement. Mais je pense que c'est la fin de l'État d'Israël, car en se lançant dans une opération suicide comme il l'a fait, il n'y a plus de possibilité pour deux États, et donc il y a une possibilité pour un seul État, c'est la Palestine. Le fait que la communauté internationale soutienne maintenant la résistance, majoritairement la résistance palestinienne, est la preuve que l'État d'Israël n'a plus sa place dans le concert des nations. Et j'ajoute que l'opération suicide, c'est également celle des États-Unis d'Amérique, car s'ils continuent en Ukraine, c'est uniquement pour essayer d'empêcher leur chute. Mais leur chute est inéluctable, et donc les deux pays sont liés. Et quant à la normalisation avec les États du Golfe, je pense qu'elle a été arrêtée, et qu'on voit bien que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont compris que maintenant l'avenir était du côté du sud global, dirigé par la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres pays. Et donc c'est la fin de l'État d'Israël en tant que tel actuellement. Je vous remercie, Alain Corvès. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller du général commandant de la force des Nations Unies au Sud Liban. La FINUL est actuellement conseiller en stratégie internationale. Merci beaucoup. Aussi à Cherif Delis, professeur des sciences politiques à l'École supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle soirée avec la suite de nos programmes. Au revoir.